Je vais vous présenter Madame Yvonne Papin-Drastic, qui est ici, qui est conservateur ou conservatrice, je ne sais plus comment on dit à l'heure actuelle, du patrimoine dans la spécialité musée. Madame Papin-Drastic a étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre à Paris. Dans sa spécialité c'est l'art de 1905 à nos jours, donc je pense qu'elle a été absolument passionnée par la conférence de Jean-Louis Vidal sur Jean-Marie Granier. Et Madame Papin-Drastic a acquis une maîtrise à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec un mémoire sur Pierre Soulages. Et elle a fait un DEA à l'université de Paris 4 Sorbonne avec un mémoire consacré au maître verrier Duhamel Marette. Elle a dirigé pendant 8 ans le musée de Coutances dans la Manche, puis elle est devenue conservateur délégué des antiquités et objets d'art de la Manche. De 2002 à 2005, elle est conservateur adjoint des musées de Cognac, et ensuite elle est nommée en 2005 adjointe de Madame Vallès-Bled, conservatrice du musée de l'Odève. En 2007, elle est nommée au service de l'inventaire du patrimoine du conseil régional PACA Marseille, et puis elle revient en 2010 au musée de l'Odève comme directrice au moment du départ de Madame Vallès-Bled. Madame Papin-Drastic a été commissaire de nombreuses expositions, dont l'exposition, vous vous souvenez peut-être, sur Berthe Morisot, Regard pluriel, puis celle Faune fait-moi peur, et outre les catalogues d'exposition, elle est l'auteur de 2 ouvrages. Alors, l'Odève et la manufacture de la savonnerie, et puis Chemin de traverse, Louis-Gustave Duhamel, un maître verrier ébroulicien de la Manche. Je voudrais vous remercier, Madame Papin-Drastic, de nous recevoir à l'Odève. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'Académie des Hauts-Cantons, qui se tient à l'Odève. Et cet après-midi, c'est vous qui allez nous recevoir au musée, vos collaborateurs, au musée de l'Odève. Donc, c'est je dirais, un partenariat gagnant-gagnant. Et je suis très heureux de vous donner la parole, puisque vous allez nous parler le musée de l'Odève vers un musée du XXIe siècle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir cet après-midi. Je vous donne la parole. Alors, pourquoi cet intitulé On ne peut pas faire disparaître. Non. Ah, pardon. Il y aura deux... Je vais naviguer entre deux documents, malheureusement, parce que je ne suis pas très bonne informaticienne. Oui, alors, je disais, pourquoi avoir appelé cette intervention le musée d'Odève vers un XXIe siècle, tout simplement pour vous dire que le monde des musées a connu une évolution extrêmement importante en très peu de temps. Il y a encore 30 ans, lorsque ça correspondait à peu près au début de ma carrière, enfin, j'étais déjà en place, mais depuis peu, le musée se limitait, on peut dire en gros, à un conservateur qui s'occupait des collections, qui faisait de la recherche un peu, et souvent il était accompagné du gardien du musée, et puis c'était tout. En 30 ans, ce n'est plus la recherche qui est devenue le centre de la préoccupation d'un musée, mais le public. Et ça a énormément modifié les choses. C'est-à-dire que le public était très peu pris en compte autrefois. Et on s'est rendu compte que sans le public, sans la transmission, sans la valorisation, le musée n'existe pas. Et donc il y a eu... la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers qui se sont développés depuis 30 ans, et notamment dans le domaine de la médiation, qui n'existait pas, ou très peu autrefois, si ce n'est les guides conférenciers qui œuvraient dans des domaines comme le patrimoine. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment le musée de l'Odève me paraît un exemple intéressant dans cette évolution d'un musée. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous parler de la genèse de ce projet et de vous montrer comment nous avons procédé. Alors, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, si ce n'est tous, vous connaissez le musée de l'Odève ? Encore ? Oui ? Pas encore. Pas encore.
L'ancien. Oui, l'ancien. D'accord, vous n'êtes pas encore venu dans le nouveau. Alors je vais passer très rapidement sur le contexte géographique, mais c'était pour vous situer donc le DEV et son musée dans un contexte. Comme vous le voyez, c'est un musée qui dépend d'une communauté de communes depuis 2009, donc de la communauté de communes Le Dévois et Larzac, qui est ici matérialisée en blanc. Ceci est important puisqu'il y a eu un transfert de compétences. Le musée était jusqu'en 2009 relevé de la ville, de l'EDEV, et il y a eu un transfert de compétences en 2009 vers la communauté de communes, tout simplement parce qu'il y avait un projet de rénovation et d'extension et que les élus pensaient qu'une communauté de communes était plus à même de porter financièrement et politiquement un projet de cette envergure, puisqu'il s'agit d'un projet à 11 millions d'euros. Alors, il y a bien sûr un lien extrêmement intime entre le musée de la ville de Lodève et le musée et son territoire. Et c'est ainsi qu'a été définie la vision de ce musée, puisque l'ensemble des collections du musée de Lodève ont été prélevées sur un territoire, alors non pas au sens administratif ou politique du terme, mais plutôt dans un sens géologique et géographique, avec, comme vous le savez, des unités paysagères extrêmement fortes, et il y en a 4, qui sont très importantes et très différentes. Donc vous en avez une ici, illustrée par le lac du Salagou et les Ruffes, qui correspond à une période géologique située autour de moins de 195 millions d'années. Et en même temps, ce musée est un musée qui est vraiment au cœur d'une ville. Et c'est, je dirais, un gros avantage, puisque vous voyez ici sur le plan, en rouge, qu'il est vraiment situé totalement au cœur du centre-ville. Et donc, ce projet était aussi un premier pas vers une réhabilitation, vers une rénovation du cœur de ville qui doit normalement se poursuivre. Alors, je passe assez rapidement là-dessus. Donc, l'ancien musée de Lodève, c'est ça. Il y avait ici, sur le côté gauche de votre écran, une extension qui datait des années 80 et qui, dans le projet, a disparu. C'était une volonté tout à fait, c'était tout à fait volontaire, à la fois de la part des architectes, mais aussi à la fois, c'était une volonté qui est née aussi d'une réflexion que nous avons eue au sein de l'équipe. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on souhaitait faire passer comme image de ce musée, et il en est sorti un certain nombre de mots-clés, qui étaient bien sûr d'être un lieu de référence scientifique, mais d'être aussi un lieu humain, à taille humaine, et d'être un lieu ouvert dans tous les sens du terme. Et symboliquement, il nous paraissait important que ce mur ne fasse plus partie du musée, d'abord parce qu'esthétiquement, c'était un rajout des années 80 qui évitait la mise en valeur dans l'ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, et aussi plus symboliquement pour décréter que le musée appartenait à tous. Et ça rejoint la question du public qui devient le centre de la préoccupation d'un musée. Alors, je passe assez rapidement ici sur ces plans, mais ce sont des plans qui vous indiquent les parties en rouge, qui sont des éléments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, qui a été donc aussi une donnée importante dont il a fallu tenir compte dans le projet de rénovation du musée. Il y a eu au préalable une étude complète qui a été effectuée par les monuments historiques, notamment de l'hôtel, du second hôtel particulier adjacent à l'hôtel du Cardinal de Fleury, puisque la rénovation a été rendue possible grâce à l'acquisition d'un second hôtel particulier, l'hôtel Tesserinck, qui appartenait à une famille de drapiers importants, et qui a été acquis par la communauté de communes en 2009 pour un euro symbolique pour permettre l'extension du musée. Donc dans ce deuxième hôtel particulier, c'était un hôtel qui avait été largement remanié, il n'y avait pas d'éléments inscrits ou classés. En revanche, dans l'hôtel du Cardinal de Fleury, c'est le cas,
Et donc il y a eu une étude très approfondie ainsi que des fouilles archéologiques au préalable avant le chantier. Je vous montre ici quelques images de ce qu'était le musée dans les années 90. Maïté Vallès-Bled avait quand même fait avait mené des travaux qui étaient importants à l'époque pour essayer de valoriser un peu les collections permanentes qui étaient très peu connues par le public et qui sont malheureusement restées très peu connues pendant toutes les années 90 et 2000, tout simplement parce qu'elles étaient indiquées vaguement par une plaque signalétique sur laquelle il y avait marqué collection archéologique paléontologique, et puis il y avait une flèche qui montait vers le deuxième étage et personne n'osait y aller parce qu'on ne savait pas très bien ce qui se passait là-haut. Et donc c'était une collection qui était présentée de cette manière, de manière assez classique, avec des vitrines et beaucoup de textes, trop de textes. Alors, je reviens juste en arrière. Le musée de l'Odève est un musée qui porte le label Musée de France, ce qui veut dire qu'il est, qu'il répond à un certain nombre de critères définis par le ministère de la Culture, et ces critères sont liés à la présence de scientifiques à la tête du musée, à la présence d'un service éducatif et d'un service des publics qui mènent des animations, des ateliers pédagogiques, etc. Et ce label implique aussi que chaque musée qui est labellisé Musée de France rédige un projet scientifique et culturel. Ce projet scientifique et culturel est destiné à définir une stratégie, c'est-à-dire à faire un bilan de ce qui existe, et puis à définir une stratégie pour un musée qui va définir sa politique en termes d'acquisition, de recherche, et aussi d'exposition, de restauration, etc., etc. Ce projet scientifique, il peut, mais ce n'est pas une obligation, il peut aboutir ensuite à une rénovation, et ça a été le cas au musée de l'Odève. Le musée de l'Odève a été créé en 1957, et pendant très longtemps, il a été créé par un archéologue qui a fait un don très très important au musée, qui s'appelait Hervé Audibert. Et ce musée a été pendant longtemps porté la dénomination de muséum et était hébergé dans une ancienne chapelle désaffectée, la chapelle des Carmes, qui est située à l'entrée de ville. En 1980, à la fin des années 70, la veuve de Paul Dardet, l'artiste sculpteur Paul Dardet, dont vous avez le très beau monument historique juste derrière la mairie, a donné à la ville de l'Odève un fonds extrêmement important, tout le fonds d'atelier du sculpteur. Et il s'est trouvé à ce moment-là que le musée, dans la chapelle, était trop à l'étroit. Et c'est à ce moment-là que la ville de l'Odève a décidé de déménager les collections dans l'hôtel du Cardinal de Fleury, qui est un hôtel particulier dans lequel est né le Cardinal de Fleury, qui avait été... qui est un hôtel particulier qui a eu des usages différents. Il a servi d'école de jeunes filles, de couvent à une époque, etc., mais qui était libre depuis les années 50 et qui donc a accueilli le musée de l'Odève à partir de 1987. Donc vous voyez, il s'agit d'un musée récent, pas vieux. Et donc, le projet scientifique et culturel a donc été rédigé. C'est un document qui prend un peu de temps puisque ça demande de faire un bilan, comme je vous le disais, et a donc été validé par l'ensemble des élus et par le ministère de la Culture. Et suite à ça, il y a eu un appel à candidature pour rédiger ce qu'on appelle une étude de programmation. Une étude de programmation consiste à transposer ce qui existe dans un projet scientifique et culturel pour voir ce que ça représente en termes de superficie nécessaire, de fonctionnement, de transversalité et aussi de coûts budgétaires. Et voici donc en gros ce que ça donne. C'est une des pages de l'étude de programmation qui montre les différentes fonctionnalités nécessaires pour l'extension du musée,
et qui ensuite définit par... il y a par exemple ici en orangé, vous avez tout ce qui est collection permanente. Vous avez différentes fonctionnalités, vous avez les administrations, enfin tout ça est clarifié par un projet. Et à partir de là, on lance un concours d'architecture, et c'est ce qui s'est passé donc pour le musée de l'EDEV. Le concours a été lancé au moment où je suis revenue, c'est-à-dire en tout début, enfin mars 2010, avec 80 architectes qui se sont présentés dans un premier temps, et nous en avons choisi 5 pour poursuivre, et qui a donc été remporté par une jeune équipe parisienne qui s'appelle l'atelier Projectile. Alors quels étaient les objectifs de ce projet finalement? Pourquoi rénover ce musée? Alors comme vous le savez, le musée de l'EDEV est un musée qui était surtout connu pour ses expositions temporaires, qui faisaient venir beaucoup de monde parce qu'elles étaient d'envergure nationale, voire internationale. Et il se trouve que, fort de ce succès, le musée de l'EDEV ne pouvait plus accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs. Il y avait, ça c'est une première chose, l'hôtel particulier était en plus un bâtiment non réglementaire pour les personnes à mobilité réduite. Ça posait un grand nombre de problèmes puisque l'entrée se faisait par l'escalier monumental qui est classé monument historique, il y avait de nombreuses chutes, enfin c'était problématique. Et puis, il y avait une forte volonté de la part de la communauté de communes de faire de cet équipement un équipement structurant, en accentuant et en valorisant ces collections qui étaient peu connues et qui quand même relevaient de ce territoire, avec la vision de faire de ce musée un outil, à la fois bien sûr pour les écoles, pour les habitants, mais aussi d'un point de vue du tourisme, puisque comme je vous le disais, les collections ont toutes été prélevées sur ce territoire, et il y avait là l'occasion de créer un renvoi, un équipement qui permette le renvoi entre les collections permanentes et le territoire, et de proposer ensuite à des visiteurs d'avoir des offres groupées qui fassent le lien entre ces richesses géologiques, paysagères, et les collections du musée. Et puis, il y avait, mais ça, le visiteur s'en rend moins compte, nous étions complètement en dehors des clous au niveau des conditions de conservation. Pour ceux qui ont connu le musée anciennement, nous fonctionnions dans les espaces d'exposition temporaire avec des petits appareils d'appoint qui régulaient plus ou moins le climat avec beaucoup de bruit et beaucoup de nuisances. Tout ça devenait quand même très très limite, notamment vis-à-vis de nos prêteurs. Comme vous le savez, les expositions temporaires ont explosé dans les 20 dernières années. Tout le monde veut faire des expositions temporaires, tout le monde veut faire des expositions qui amènent du public, et donc les prêteurs sont de plus en plus sollicités et de plus en plus difficiles et exigeants vis-à-vis des conditions de conservation. Donc il nous fallait aussi nous mettre aux normes de ce côté-là, et aussi aux normes de tout ce qui était sécurité incendie. Alors, je vais revenir. Alors, ça, c'est du point de vue, on va dire, pourquoi ce projet, et ce qui nous a, les grandes lignes du projet scientifique et culturel. La réflexion a été de s'appuyer sur le point fort de nos collections, en faisant le constat que nous avions 3 collections importantes. L'une, bien sûr, celle des sciences de la Terre, qui est une collection exceptionnelle pour laquelle des scientifiques du monde entier viennent les consulter, notamment en termes de fossiles, d'empreintes on va les appeler communément dinosaures, en tous les cas d'espèces animales, mais aussi de faune et de flore, qui reconstituent plus de 540 millions d'années de transformation des paysages qui nous entourent. Il y a une collection importante d'archéologie, je vais y revenir au travers d'un autre document, et notamment avec un point fort qui est le néolithique, c'est-à-dire
la période qui correspond finalement au début de la sédentarisation et de l'agropastoralisme. Et enfin, le fonds d'atelier de Paul Dardet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est constitué de 3000 dessins et de 700 sculptures. Donc, la question que nous nous sommes posée, c'est comment essayer de faire en sorte de créer du lien entre trois collections de nature très différentes. Et nous sommes partis des collections Sciences de la Terre en se disant, mais qu'est-ce qui caractérise ces collections, finalement? C'est de nous montrer, de garder des traces du vivant, de ce qui s'est passé dans ces paysages que le visiteur voit encore aujourd'hui et qui continue à évoluer. Dans les collections archéologiques, nous nous sommes dit, finalement, cette question de la trace, de l'empreinte, peut aussi avoir une résonance pour les collections archéologiques, puisque ces collections archéologiques montrent comment l'homme, à une époque donnée, s'installe dans des paysages parfois complexes, fait avec et crée des outils, un savoir-faire, des objets, pour pouvoir développer notamment l'agropastoralisme. Et enfin, on s'est dit, Dardet a laissé une trace très importante ici à Lodève, à la fois sur les habitants qui l'ont connu, mais aussi au travers de ces nombreux monuments morts qui sont visibles sur tout le territoire. Et donc, nous avons décidé de créer comme ça un fil conducteur entre ces trois collections autour de la question de la trace et de l'empreinte. Lorsque donc les architectes nous ont montré leur projet, nous avons été extrêmement sensibles donc, au projet de l'équipe Projectile, qui, comme vous le voyez dans la photo en bas, s'est beaucoup appuyé sur ce qui les a frappés tout de suite, c'est la forte minéralité du lieu, et qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, et qui a aussi travaillé sur la question, et vous le verrez quand vous visiterez le musée cet après-midi, avec ce béton, qui est un béton plancher, qui volontairement garde des traces, des imperfections, pour rejoindre notre projet scientifique et culturel, et qui, comme il est plancher, fait aussi écho aux strates archéologiques et géologiques qui sont contenues dans nos collections. Alors ça, ce sont quelques images au stade du concours. Hein, ça a un peu évolué depuis, mais dans l'ensemble, l'esprit était là. Donc, ce temps des études d'architecture et de muséographie, il est très long. Un projet comme ça, c'est 10 ans. Donc, il y a une période entre le printemps 2011 et août 2016 où les architectes nous ont fait des propositions. On est revenu sur un certain nombre de choses. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, d'études, etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça passe par des étapes. Il y a une étape esquisse, une étape avant-projet définitif. Ensuite, on arrive au pro. Ensuite, on arrive au dossier de consultation des entreprises. Et puis ensuite, on lance les marchés publics avec 30 lots. Donc c'est quelque chose de très très lourd et une fois qu'on reçoit toutes les offres, bien sûr, tout ça est analysé et on opère au choix des entreprises et le chantier démarre. Donc vous voyez ici les réflexions avec donc en partie gris clair l'hôtel du Cardinal de Fleury avec l'extension dont je vous parlais qui existait encore. Dans la partie grisée, au fond, vous avez l'hôtel Tesserink qui était donc ce qui a permis l'extension et ce qui doit à terme, qui n'est toujours pas terminé, l'ancienne médiathèque. Alors il n'y a pas de pointeur, hein, je crois, mais la partie allongée à droite en gris foncé, qui est l'ancienne médiathèque, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui ici, et qui a été pour nous une très grande source de contraintes dans ce chantier, puisqu'il fallait mener le chantier du musée en même temps que de conserver la médiathèque en place. Or, cette ancienne médiathèque, c'est le cœur du musée, puisque c'est le lieu où doivent être nos bureaux. Nos bureaux sont pour l'instant toujours ici, dans ce bâtiment. Et c'est aussi dans ce bâtiment-là que doit s'installer à terme
l'atelier du service éducatif qui pour l'instant n'est pas là. Donc ça c'est le projet, l'ancien musée c'est juste l'hôtel du Cardinal de Fleury, et vous voyez que grâce à l'extension, il faut imaginer la partie des années 80 qui est supprimée, et donc nous arrivons en tout à un doublement des superficies. Donc il y avait la question de la cour, avec donc tout de suite l'idée qui a germé d'enlever cette extension. Donc voici la configuration du musée, avec donc l'idée de mettre dans l'interstice des deux bâtiments, dans la jonction des deux bâtiments, de situer l'entrée à ce niveau-là. Alors voici quelques images du chantier. Vous voyez que ça a été un très important chantier qui a été rendu complexe parce que les architectes souhaitaient conserver les façades originelles de l'hôtel particulier Tesrinck, côté rue du Cardinal de Fleury. Il a fallu donc tout étayer pour éviter que ça s'écroule et vider l'hôtel Tesrinck au centre, creuser 4 mètres sous terre pour pouvoir y placer les réserves. Et comme les réserves sont des endroits bien sûr fragilisés, en plus dans des zones où on peut avoir des effets sévenols très très violents, il a fallu bien sûr rendre tout ça très étanche. Et donc c'est cette partie du chantier qui a été la plus longue, c'est celle qui a consisté à réaliser les réserves en sous-sol. Voici quelques vues d'en haut. Vous voyez que le mur côté rue du Cardinal de Fleury est étayé, pendant que vous avez le clocher, la partie clocher, et la partie gauche c'est l'ancien hôtel du Cardinal de Fleury. Et à droite, vous avez l'hôtel de Tesrinck qui est donc complètement vidé à l'intérieur. Je voudrais juste donc faire une aparté pour vous donner un exemple précis à partir d'une collection archéologique, pour vous montrer ce que nous avons fait, quel est le travail que nous avons réalisé entre le lancement du concours d'architectes, c'est-à-dire 2010, et la réouverture du musée, juillet 2018. Parce que souvent, les gens que nous croisions dans la rue nous disaient « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que le musée a été fermé pendant presque 4 ans, entre novembre 2014 et début juillet 2018. Et donc, les personnes que nous croisions dans la rue nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ?» Et effectivement, c'est une question justifiée, puisque un musée qui est fermé, on se demande bien ce qui s'y passe. Et c'est pour la raison pour laquelle je voudrais vous montrer le travail que nous avons effectué pendant toute cette période. En prenant pour exemple les collections archéologiques. Ici, vous avez une vue de la chapelle des Carmes, qui était donc le premier musée, avec son fondateur Audibert. Et voilà à quoi ressemblait le premier musée de l'Odève, créé en 1957. Avec, vous voyez au fond, le moulage de l'homme préhistorique de Paul Dardé, que nous avons toujours dans nos collections. Alors voilà ce qu'est devenu cette chapelle aujourd'hui. Lorsque le projet a vu le jour, il y avait une demande de la part du service régional de l'archéologie, qui dépend de la DRAC, de pouvoir disposer d'un dépôt archéologique dans lequel les services de l'État pouvaient déposer toutes les collections issues de fouilles liées notamment au chantier de l'autoroute A75, mais en tous les cas à toutes les fouilles qui se situaient sur le territoire. Alors nous avons sauté sur l'occasion, nous avons vu là une opportunité de gérer ce dépôt, et en même temps nous avons proposé à l'État de mettre à disposition l'ancien musée, à condition que ça nous serve aussi au musée de réserve pour nos propres collections archéologiques. C'est ce que vous voyez ici. Donc vous voyez que l'ancienne chapelle, l'ancien musée, a été transformé en réserve, en dépôt archéologique, avec une partie qui est réservée à l'association du GAL, le groupement archéologique de l'Eudévois, et
le rez-de-chaussée qui est réservé, alors là, il manque beaucoup de mobilier depuis, il y a eu beaucoup d'étagères qui ont été rajoutées sur la partie supérieure. La partie du rez-de-chaussée est consacrée à l'État, au service régional de l'archéologie, et en haut, à nos collections. Voilà, voici encore quelques vues des salles archéologiques qui existaient à l'époque. Pour mémoire, c'était à peine 150 mètres carrés consacrés à l'archéologie, là où aujourd'hui nous avons près de 300 mètres carrés consacrés à l'archéologie. Les sciences de la Terre, c'était 150 mètres carrés également dans l'ancien musée pour 700 mètres carrés aujourd'hui. Et Paul Dardet, c'était 50 mètres carrés pour 250 mètres carrés aujourd'hui. Alors le point de départ, lorsque nous avions lancé le concours d'architectes, notre programme était rédigé, sauf pour l'archéologie. Donc le concours s'est fait sans véritable cahier des charges. On avait en gros des idées sur ce qu'on voulait faire, mais c'était très très flou. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait jamais eu d'inventaire de fait sur les collections archéologiques. Donc en 2010, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai proposé à la communauté de communes d'embaucher 2 chargés de mission, 2 archéologues, 2 spécialistes du néolithique pour effectuer cet inventaire rétrospectif de nos collections et pour définir ce que nous allions mettre dans le parcours archéologique. C'est donc les images que vous voyez. La communauté de communes a joué le jeu, elle a embauché deux archéologues, dont une qui a récemment soutenu sa thèse et qui est spécialiste des dolmens. Ces 2 chercheuses ont donc fait l'ensemble de l'inventaire. C'est un travail faramineux qui a duré plus de 2 ans, avec un inventaire très très détaillé, avec donc à la fois la mesure des objets, toutes les dimensions, etc. Et puis bien sûr, rattacher chaque objet à un site archéologique. Et ensuite, alors ici vous avez un exemple intéressant à gauche d'une collection qui est entrée au musée, celle de Charlie Bessières. Et lui-même avait c'est presque une muséographie de la muséographie, puisqu'on y voit la manière dont il conservait ses silex, et il les avait arrangés sur des panneaux presque de manière artistique. Alors c'était très beau. L'inconvénient de cela, c'est que ces objets n'étaient pas... un objet archéologique qui n'est pas concrètement relié à un chantier et à une stratigraphie, a une valeur... est plus compliqué à traiter. Vous voyez que ici, par exemple, elles sont en train d'étudier les ossements d'une grotte qui s'appelle la grotte de Fontanille, qui est un abri sous roche dans lequel les hommes du néolithique, dont les hommes du néolithique se servaient pour enterrer leurs morts. Donc tous ces objets ont été ensuite saisis sur une base de données qui s'appelle Micromusée, avec à chaque fois des fiches reliées à des images. Donc c'est un travail, comme vous voyez, très long et très fastidieux, avec ici une image un peu rigolote. Alors, je disais 2 ans, mais j'avais oublié, c'est 3 ans. Donc le bilan, c'est que nous avons recensé 22 629 objets provenant de 300 sites. Donc il y a tous les chiffres, plus de 15 000 fiches d'inventaire, plus de 30 000 photos de prise, etc. Donc un travail très important. Et donc, grâce à cette connaissance des collections, c'est à ce moment-là que nous avons pu décider d'orienter le parcours consacré à l'archéologie en nous appuyant sur ce qui faisait le point fort de ces collections. Alors, ce qui nous a tout de suite frappé, c'est qu'il y a beaucoup, dans la région, de nombreux musées qui traitent de la période antique, Narbonne, Nîmes, Latte, etc. Et fort heureusement pour nous, notre point fort, c'est le néolithique. Donc c'était parfait, puisque finalement on s'est dit, il y a peu de musées qui parlent de cette période très, très importante. C'est une période très importante en termes de révolution, à la fois
parce que l'homme se sédentarise, c'est le début de l'agropastoralisme, c'est quasiment le début de l'anthropocène. Aujourd'hui, les géologues parlent beaucoup d'anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'homme commence à modifier le paysage. Et donc, nous avons dans nos collections des objets extraordinaires que je vais vous montrer au fur et à mesure. Juste, je fais une petite aparté pour vous dire que tout ça, évidemment, c'est fait à la fois pour les collections archéologiques et les collections sciences de la Terre. Nous avons intimement travaillé avec un comité scientifique pour chaque domaine. Ces comités scientifiques étaient constitués de spécialistes très très pointus dans des domaines particuliers. Alors, dans les sciences de la Terre, par exemple, ça peut être, vous avez le spécialiste de la faune de telle période géologique, le spécialiste de la flore de telle période géologique, enfin c'est extrêmement pointu. Donc ici, par exemple, nous avons fait appel à Jean Vaquet, qui est docteur de recherche au CNRS et qui est un spécialiste du silex, pour essayer de définir les provenances des silex. Ce qui nous a ensuite, je passe rapidement, ce qui nous a permis ensuite, dans la muséographie du musée que vous allez voir cet après-midi, d'élaborer des cartes qui montrent les principaux gîtes de silex et comment ce silex a circulé finalement pour arriver à l'Odève. Vous voyez qu'à partir d'études très scientifiques, après, nous avons pu en sortir des documents extrêmement parlants pour le visiteur. Ici, vous avez d'autres recherches en cours sur les haches polies, à laquelle est consacrée également une section importante dans le musée, et notamment tous les matériaux qui composent ces haches, qui nous ont également permis d'en extraire des cartes. Ça, c'est une image de l'inauguration du musée avec une équipe qui s'appelle l'Effet Spécial. C'est pour ça qu'elles tiennent des petites baguettes magiques. L'Effet Spécial sont une jeune équipe à laquelle que nous avons choisi après une consultation pour réaliser tous les multimédias du musée. Il y a en tout dans le musée un peu plus de 26, je crois, multimédias. C'était un grand défi pour cette équipe, puisque vous allez le voir dans le musée, l'objectif de ces multimédias, c'était d'essayer de faire comprendre, de faire vivre, de mettre en récit les objets principaux de nos collections au travers de films d'animation, sans qu'aucun commentaire ne soit nécessaire. C'est-à-dire que rien qu'avec l'animation du dessin, il fallait que le visiteur, l'enfant même, puisse comprendre de quoi il s'agit. Ici, vous avez une spécialiste d'anthropologie qui a étudié donc, tous les ossements de Fontagny, qui nous ont permis ensuite, voici une image de la grotte de ce qu'était cette grotte. Et cela nous a permis ensuite de réaliser un grand dispositif que vous allez voir tout à l'heure, parce que une autre révolution du néolithique consiste dans la manière dont on traite les morts, puisqu'on passe d'une sépulture individuelle à une sépulture collective. Et un des modes de sépulture est l'abri sous roche. Mais ce n'est pas le seul. Donc ici, on a reconstitué un abri en faisant une vitrine très didactique qui montre que, à la même enseigne que dans les catacombes, dans un abri sous roche, on fait du ménage, c'est-à-dire que régulièrement on range les os pour faire de la place et pour pouvoir réenterrer d'autres morts. L'autre mode, bien sûr, de sépulture, à l'époque, et dont il y en a un très très grand nombre ici sur le plateau du Larzac, ce sont les dolmens. On pense que dolmen, on pense toujours à la Bretagne, mais finalement, notre région est extrêmement riche dans les dolmens. Ces dolmens ont été étudiés par Noiselle Bec-Drelon, qui était donc l'une des deux chercheuses, elle est spécialiste
dans ce domaine. Et cela nous a permis ensuite, vous le verrez dans la muséographie du musée, de réaliser des panneaux qui expliquent comment le dolmen est construit, comment il est transformé au fur et à mesure du temps et à quoi il sert. Et puis, tous ces éléments, toutes ces données scientifiques sont ensuite réinterprétées par l'effet spécial pour réaliser des films d'animation. Ici, ce sont des planches qui montrent le film sur le dolmen et sur la manière dont ce dolmen, à un moment donné, on lui donne une autre forme, on le transforme au gré des besoins. Un autre exemple, la grotte d'Alden, qui est une grotte à la limite de l'Hérault et de l'Aude, que nous avons souhaité intégrer dans nos collections parce que c'est une grotte extrêmement intéressante, parce qu'elle témoigne d'une triple occupation à 3 périodes différentes, et elle conserve dans une des galeries des traces de pas qui témoignent du fait que des hommes, des femmes et des enfants ont juste fait un aller-retour de cette grotte pour l'explorer et ont laissé sur les parois des traces de torches qui ont permis aussi aux archéologues de reconstituer la manière dont l'homme s'éclaire pour aller justement explorer ces grottes. Et bien sûr, ça nous a intéressé, ces traces, enfin ces empreintes sont extrêmement émouvantes parce qu'elles sont toujours en place. Et nous avons fait des moulages donc, de ces empreintes pour les intégrer dans la muséographie et proposer aux visiteurs une reconstitution de cette grotte avec un film qui est projeté et qui montre les 3 histoires successives de cette grotte. Donc là, vous avez l'entrée de la grotte. Ce mobilier était conservé parce que les chercheurs qui avaient fouillé cette grotte étaient situés à Monaco. Et donc ces collections étaient dans les réserves du musée de Monaco et le musée de Monaco a accepté de nous les déposer. Et donc nous sommes là, vous voyez une image, nous sommes là dans les réserves du musée de Monaco en train de choisir les objets que nous allons exposer dans les collections. Ça c'est un plan des différentes galeries de la grotte que vous allez retrouver je passe rapidement, et ça vous le verrez cet après-midi, c'est donc la reconstitution de cette grotte. Je passe un peu plus rapidement. Un autre point fort de nos collections, ce sont les vases citernes que vous verrez également. Ce sont des vases qui ont été... donc c'est le début de la céramique, le néolithique correspond au début du néolithique. Ce sont des vases qui ont été déposés par les hommes à l'époque dans des galeries souterraines, en dessous des stalactites, pour recueillir l'eau. Avec l'avantage, bien sûr, c'est que l'eau, au vu de la température constante de la grotte, l'eau reste toujours propre et propre à la consommation, et permet de répondre aux besoins non seulement des hommes, mais aussi des élevages, qui commencent à cette époque-là. Et donc ces vases citernes ont été confectionnés à la main, et ont été donc restaurés avant d'être exposés. Donc là, vous les voyez en place dans la grotte et au musée exposés. Vous verrez ça cet après-midi. Un petit clin d'œil pour vous montrer que nous sommes allés jusqu'au bout dans ce projet, en allant tous en groupe, c'est-à-dire y compris les architectes, les muséographes, les membres de l'équipe multimédia. Nous sommes tous allés dans la grotte d'Alden, qui est une grotte qui ne se visite pas. Et nous avons été amenés par Philippe Galland, qui est un des découvreurs de cette grotte, qui nous a emmenés, et les spéléologues, et qui nous a amenés dans la grotte. Tout ça pour nous imprégner vraiment de la configuration de la grotte. Ça, c'est pour vous montrer un peu comment s'est élaboré tout ce projet, à partir de l'inventaire jusqu'à la réflexion qui nous a mené à proposer les parcours que vous allez voir cet après-midi. Voilà, donc je vous montre ici quelques images du musée après rénovation. Donc la fameuse faille d'entrée.
Ici, une vue d'en haut. Vous voyez donc le parvis en bas à gauche, à côté du grand platane, où on voit bien que l'extension des années 80 n'y est plus. Une précision importante à vous donner, c'est que le parvis aujourd'hui n'est achevé qu'à moitié, puisque... Je vais me lever. Comme la partie médiathèque ici n'est pas encore achevée, une fois qu'elle sera finie, c'est prévu normalement pour 2021, les architectes vont traiter tout le reste de l'espace public ici en harmonie avec ce qui se passe aujourd'hui ici. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression de quelque chose d'un peu, disons, pas très cohérent, enfin, etc., qui manque de cohérence. Ce platane restera bien sûr en place parce qu'il est très important pour l'ombre et aussi pour la convivialité. Mais tout le reste du parvis doit être traité de la même manière, ce qui rendra les choses beaucoup plus lisibles. Je vous montre ici une image Alors ici, vous avez ce qui était l'entrée historique de l'hôtel du parti, de l'hôtel du Cardinal de Fleury, qui est la grande porte monumentale qui aujourd'hui donne sur la rue du Cardinal, parce qu'autrefois on rentrait par cette entrée-là. On passait ensuite le porche, on arrivait dans la cour Caladé avant de rentrer en passant par la loge, avant d'accéder aux étages nobles qui étaient situés au premier étage. Tous ces éléments sont donc classés monuments historiques et ont été restaurés. Ici une image du porche et de la cour Caladé qui est très très belle. Et donc les architectes, alors ça c'est au moment de l'inauguration, vous voyez ici que cette cour Caladé donne un point de vue très intéressant sur le ciel avec les nuages qui passent. Et les architectes ont été très intéressés par cette cour Caladé et ont imaginé un pendant contemporain qui fait écho à cet espace, avec un grand espace qu'on appelle passage, avec une hauteur de plafond de 13 mètres, qui est traité en béton, et qui donne de la même manière que la cour Caladé une vue sur le ciel, mais qui est couvert par une couverture qui s'appelle ETFE, avec une technique qui est la même, qui est celle utilisée sur la gare Saint-Roch à Montpellier, qui est une technique qui est constituée de deux grandes membranes, dans lesquelles l'une convexe et l'autre concave, dans laquelle est insufflé de l'air. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet de couvrir une superficie assez importante sans avoir besoin de structures portantes, comme c'est le cas pour le verre. Et du coup, on a l'impression qu'on est presque à ciel ouvert, alors qu'on est dans un espace couvert. Il y avait besoin, bien sûr, qu'il soit couvert, puisqu'on est vraiment déjà au sein du musée même. Donc, dans cette section, cet espace accueil, passage, est à la fois l'endroit qui donne accès aux différents parcours du musée et qui accueille le visiteur. Donc, vous voyez que lorsque l'on rentre au musée, il y a ici donc un accueil avec la boutique. Puis ensuite, on s'avance un petit peu. Oui, ça c'est le petit clin d'œil. On s'avance un petit peu et on arrive dans ce grand passage dans lequel on a placé une sculpture monumentale de Paul Nardet qui s'appelle Le Grand Faune. Alors je fais une petite aparté sur cette sculpture. C'est une sculpture qui date de 1920, qui a largement contribué à rendre Dardet connu. Elle a été exposée à la Société des artistes français à Paris en 1920, a été très remarquée à l'époque et a été à ce moment-là achetée par l'État, qui l'a placée dans le jardin du musée Rodin, où elle est restée un certain temps. Puis ensuite, elle a été déplacée dans le parc du château de Visil, qui est le musée national de la Révolution française, pas très loin de Grenoble. Et à la fin des années 2000, le conservateur du musée
de la Révolution française nous a appelés en nous disant écoutez, il y a cette sculpture très belle dans ce parc, mais elle se détériore. Est-ce que ça vous intéresse qu'elle vienne chez vous? Et évidemment, nous avons tout de suite sauté sur l'occasion, donc avec l'accord du CNAP, Centre national des arts plastiques, qui est l'institution de l'État à laquelle appartient cette sculpture, qui a donc accepté que cette œuvre soit déposée à l'ODEV. Et donc, elle est arrivée ici, elle a été entreposée dans un entrepôt proche de l'entrée de ville. Et lorsque le projet a vu le jour, j'ai demandé aux architectes de pouvoir intégrer cette sculpture au parcours en tenant compte de ses spécificités, c'est-à-dire de sa taille et de son poids, puisque c'est une sculpture qui mesure presque un peu plus de 4 mètres de haut et qui pèse 14 tonnes. Donc il a fallu que les architectes renforcent le sous-sol pour pouvoir accueillir cette sculpture. C'est une sculpture qui est en 4 morceaux, qui est rentrée par la porte principale, mais ça a été assez sportif. Donc là, vous voyez quelques images de son montage. Il a fallu démonter la porte d'entrée, enfin ça a été un peu sportif. Et donc nous voici dans cette fameuse section passage, avec cette ouverture vers le ciel, qui, pour les architectes, est donc l'écho contemporain à la cour Calavée. Donc, ce faune est un... Alors, c'est un sujet que Paul Dardet a traité de nombreuses fois. Il a été réalisé en taille directe. La taille directe, dans les années 20, ça ne se faisait quasiment plus. C'était... même Rodin reléguait cette tâche à des praticiens, c'est-à-dire que lui réalisait les modelages, mais ne faisait pas la taille directe. Paul Dardet, lui, s'attaquait à la pierre, et c'est ce qu'il aimait faire. C'est une technique qui est... comme tout à l'heure pour la gravure, qui est une technique qui n'autorise pas le repentir, c'est-à-dire qu'une fois qu'un geste est fait, la matière est enlevée et on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est quand même un exploit incroyable d'avoir réalisé une sculpture de cette taille et de cette monumentalité avec cette technique. Ça, c'était un plan du musée. Et puis, alors là, je vais faire très rapide parce que c'est la visite que vous allez avoir cet après-midi. Donc, en gros, le musée, les parcours permanents s'articulent donc autour des 3 collections. La première est située, prend quasiment tout le rez-de-chaussée consacré à Paul Dardet. Nous l'avons appelé Mémoire de Pierre. Là aussi, dans les titres que nous avons choisis, tout ça est volontaire, c'est-à-dire que nous souhaitions bien marquer le fait que nous voulions relier ces 3 collections en appelant le parcours Dardet Mémoire de Pierre, le parcours Sciences de la Terre Traces du vivant et le parcours Archéologie Empreintes de l'homme. Donc ici quelques vues. Le parcours Dardet, c'est comme je vous le disais, un fonds d'atelier. Donc nous avions demandé aux architectes de nous concevoir un mobilier qui fasse penser vraiment à un atelier, d'où des grands établis en chaîne et qui dispose de tiroirs dans lesquels qu'on peut ouvrir et dans lesquels on peut développer une information supplémentaire. C'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de lecture qui sont proposés. Toutes les salles consacrées à Paul Dardet répondent à une question. La première répond à la question « Qui suis-je ?» On y présente l'artiste au travers d'un film et des œuvres de jeunesse. La deuxième répond à la question « Comment je travaille ?» donc à la question technique. Et puis ensuite, les salles ont pour sujet les thèmes favoris de l'artiste. Tout le parcours, l'ensemble du parcours est ponctué de citations de l'artiste lui-même. Et vous avez ici, au premier plan, une œuvre que vous ne verrez pas malheureusement cet après-midi, puisqu'il s'agit d'un dépôt qui nous a été consenti pour la réouverture du musée, mais uniquement pour 6 mois, d'une œuvre qui appartient au musée d'Orsay,
et qui est le chef-d'œuvre de Paul Dardet qui s'appelle L'Éternelle douleur, une œuvre de 1914 qui est absolument virtuose, qui a été réalisée dans un gypse et qui représente une tête de méduse. Voilà, je vous montre très rapidement, parce que tout ça vous allez le découvrir cet après-midi. Vous avez ici donc l'escalier monumental dont je vous parlais tout à l'heure, qui était autrefois l'accès principal du musée. Ça c'est un escalier de secours que vous ne verrez pas. Donc, en orangé, vous avez l'emplacement du parcours archéologique qui est situé également au rez-de-chaussée. Je vous montre quelques vues très rapides parce que vous allez découvrir ça cet après-midi. Parce que je crois que le temps passe. Un escalier a été créé par les architectes pour desservir le premier et le deuxième, avec également un ascenseur qui est un peu à gauche, qui permet donc aux personnes à mobilité réduite de visiter l'ensemble du musée. Le premier étage est entièrement consacré aux expositions temporaires. Je vous invite à voir l'exposition en cours, si vous en avez le temps, elle est très, très intéressante. C'est un panorama sur l'art belge, de l'impressionnisme au surréalisme à Magritte. Voilà. Donc c'était un plateau de 520 mètres carrés au premier. Ça, ce sont des vues de l'exposition inaugurale qui a été consacrée aux faunes. Ça paraissait comme un clin d'œil qui allait un peu de soi de consacrer une exposition à ce sujet, étant donné le grand faune de Paul Dardet. C'était une exposition très riche avec un dialogue d'œuvres allant en gros du XVIIe siècle au XXIe siècle, enfin jusqu'à Picasso, avec des objets très divers, peintures, sculptures, objets d'art, et qui évoquaient la question du faune et de la représentation du faune de manière thématique. Le faune associé au vin, le faune associé à la sexualité, etc. Donc vous avez ici quelques images de cette exposition. Là, nous sommes dans la section où il s'agissait du faune et du vin. Là, il s'agissait du faune, la question du masque. Donc il y avait beaucoup d'œuvres de Picasso dans cet espace-là. Et puis, le deuxième étage est entièrement consacré aux sciences de la Terre, avec 700 mètres carrés. Donc vous voyez qu'on est passé de 150 mètres carrés à 700, ce qui est énorme, donc avec vraiment une belle valorisation. Quelques vues du parvis. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous dire en conclusion, oui, vous dire que je pense que le musée de l'Odève aujourd'hui est vraiment... nous avons eu énormément de presse, c'est un musée qui, je pense, on peut le dire, est vraiment maintenant un vrai musée national. Nous avons reçu un certain nombre de prix, nous venons d'être nominés pour le prix du musée européen, que nous allons défendre à Cardiff au printemps prochain, en espérant que nous allons remporter un prix supplémentaire. Et c'est donc un travail de 10 ans, presque 10 ans, avec un vrai travail d'équipe, très très important, de dialogue, de réunions à n'en plus finir pour des partis pris, parce qu'il y avait dans ce parcours des questions du type... comment est-ce qu'on va représenter le million d'années, comment est-ce qu'on va essayer de faire basculer le visiteur dans une expérience de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il n'est plus un musée, la différence, et on a eu souvent des accros avec le comité scientifique à ce propos-là, parce qu'un jour on est arrivé et on a dit au comité scientifique, écoutez, il faut que ce musée, il faut que le premier niveau de lecture, ce soit le CM2. Et là, le comité scientifique nous a dit, oh là là, non, non, non. Mais si, parce qu'un musée, c'est quoi ? C'est bien sûr une transmission de connaissances, et tout ce qui est exposé dans ce musée est scientifiquement vérifié par tous les spécialistes, mais c'est avant tout une expérience de visite. Et il faut que cette expérience de visite, elle soit plaisante, avec un rythme où le visiteur ne s'ennuie pas,
Et tout ça, ça a fait l'objet de très très nombreuses discussions, de très nombreux débats. Voilà, et c'est pour ça que c'est un projet qui est long, parce qu'il nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup d'allers-retours, etc. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas... Merci beaucoup, madame. Donc, soyez rassurés. Vous ne nous avez pas ennuyés, au contraire, vous nous avez passionnés. Vous nous avez passionnés et on a hâte maintenant de visiter ces trois parcours que nous ferons cet après-midi avec vos collaborateurs à partir de 14h30. C'est pour ça qu'on a un temps qui est un petit peu limité pour la discussion. Alors moi j'étais très heureux de voir que vous aviez gardé le platane devant, parce que pour avoir assisté à l'inauguration au mois de juillet 2018, je peux vous dire qu'il est agréable d'avoir le platane pour être dessous par la chaleur. Bon, y a-t-il des questions à poser à Madame Papin-Drastic? Oui, madame. C'est très rapide. J'ai une question très rapide, j'en suis sûre. Et maintenant, le public, ou les publics, alors, comment vont venir les gens sur quel... c'est un outil formidable. Maintenant, il faut attirer les gens avec quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qui déplaçait les foules tous les étés depuis 10 ans, ou 20 ans. Hein. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Non, c'est ce que... Oui. Alors, ce qui... Un de mes mots d'ordre quand j'ai été recrutée, c'était, les élus m'ont dit, il faut que vous conserviez la politique d'exposition temporaire. Alors, on la maintient, mais elle ne peut pas être la même qu'elle a été il y a 10 ans, 15 ans. Pourquoi ? À cela, il y a plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'expositions temporaires, ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de concurrence. Autrefois, nos mécènes, aujourd'hui, ils ont leur propre fondation et ils ont 10 000 fois plus de moyens que nous. Je pense à Vuitton, à Édouard Leclerc en Bretagne, etc. Donc, on peut continuer à faire des grandes expositions et on essaye de le faire, mais on ne peut plus consacrer des expositions à Berthe-Morisot. Faire une exposition Berthe-Morisot aujourd'hui à l'ONEF, c'est impossible. De toute façon, vous avez développé un tel ensemble qu'il faut certainement une cohérence. Oui. Parce qu'en effet, Berthe-Morisot, par rapport à l'essentiel du musée, c'est quand même un décalage. Oui. D'abord, vous l'avez vu, mais c'est un décalage énorme. Donc, faire venir sur des expositions temporaires, parce que c'est quand même ce qui renouvelle le public. Nous venons depuis des années, on a du plaisir. Une exposition temporaire, elle est faite aussi pour découvrir le musée et y revenir. Bien sûr, Voilà. absolument. Oui, tout à fait. Et en fait, juste pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif aussi du musée, c'était d'acquérir des publics que nous n'avions pas du tout. Et c'est notamment le cas du public familial et des lots des voix. Et donc, il y avait là un vrai enjeu. Et donc, pour ces publics, aujourd'hui, nous mettons en place des programmes d'animation très importants, notamment pendant les vacances scolaires, etc., justement pour les familles. Et on constate que c'est aujourd'hui un public qu'on a réussi à capter. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y avait la question. Je voulais savoir où était la grotte des Fontanilles. Alors, l'abri des Fontanilles, c'est pas très loin. Concrètement, je ne me souviens plus. C'est pas très loin, c'est vers... il me semble que c'est vers Soubès, par là. Bon, monsieur Balmy. Oui, moi j'aurais voulu poser une question, c'est peut-être indiscret, mais quel a été le budget pour la rénovation? Alors, et qui a financé? Alors, c'est un budget tout compris, c'est-à-dire les études, tout compris, la muséographie de 11 millions d'euros. Avec, là-dedans, la part de la communauté de communes, c'est 20%. Tout le reste, ce sont des financements. Alors, il y a l'État, au titre du ministère de la Culture, mais aussi de l'aménagement du territoire. Il y a la région, qui nous a très fortement soutenus. Il y a le département et il y a des fonds européens. Il n'y a pas de mécénat? Non. Non. Et quel est maintenant les effectifs du personnel dans le musée? Nous sommes 16.
Est-ce que l'effectif a grandement cru avec ce Non. projet ou bien il existait déjà? Non, il existait déjà. Il existait déjà. Oui. Alors, Monsieur Tesfaye. Juste une remarque, le projet d'ici et le projet de Saint-Jean-du-Gard relèvent de la même volonté et du même programme. Donc la région a le désir non plus de centraliser excessivement autour des capitales, ce qui était les capitales régionales, ce qui était la tendance des 2 ou 3 décennies d'avant, et au contraire de faire revivre à partir de bâtiments anciens et des richesses locales, et non pas seulement, comment dirais-je, par importation provisoire d'œuvres extérieures. C'était le cas avant, je ne critique pas avant, au contraire, c'était très bien. Mais c'est un autre angle de vue, et c'est un angle de vue beaucoup plus durable et beaucoup plus décentralisateur, et à ce titre-là, moi je suis ravi de cette réalisation. Tout à fait. C'est un avis, c'est plus une question. Je dois dire que votre conférence a fait écho un petit peu pour nous avec la conférence de la fille d'Yves Jaffrenou. Diana Jaffrenou. Non, c'est Anne. Voilà. Anne Jaffrenou qui nous a parlé de la scénographie muséale. C'était une conférence extrêmement intéressante. Alors, merci beaucoup, et l'Académie Léon Canton est heureuse de vous offrir la dernière parution de ses mémoires 2016-2017 que nous avons depuis peu. Voilà. Merci infiniment pour votre présentation.